Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, le général Gilbert Diendéré à la barre ce lundi. Le procès du putsch de septembre 2015 connaît un tournant décisif. Le président du CND plaide non coupable, affirmant avoir assumé une grogne du RSP créée par l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida. La capitale économique burkinabé se porte bien son nom ce 26 novembre. Bobo Dioulasso, le point de convergence du monde des affaires à la faveur du tout premier cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État, secteur privé. Les échos à suivre dans quelques instants. Bonne gouvernance et équité sociale, socle d'une nation forte et prospère. Le 58e anniversaire de l'indépendance se prépare dans la région du Centre-Sud. La capitale présente une nouvelle physionomie, même si les travaux se mènent désormais jour et nuit. Force est de reconnaître que certains chantiers ne pourront respecter leur cahier de charge. Bienvenue à tous. Celui-là même qui s'affichait comme le président du CND était à la barre pour la première fois ce lundi. Le général Gilbert Diendéré plaide non coupable face aux chefs d'accusation qui sont entre autres attentats à la sûreté de l'État, meurtres, coups et blessures. Il dit avoir assumé une action de sous-officier avec la bénédiction de la hiérarchie militaire. Soubaviel David Dabiré nous fait le point. Le plus gros tort a été d'abord de faire ce putsch, parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle de démocratie, l'on ne peut pas se permettre encore de faire des actions de ce genre. Mais enfin, cela s'est passé, c'est du temps perdu, je le reconnais, c'est des moyens perdus, je le reconnais, c'est des vies humaines perdues, je le reconnais. Personnellement, je n'ai pas peur, je prendrai toute la responsabilité, j'assumerai pleinement ma responsabilité. À la barre ce matin, le ton du général a changé. Je n'ai ni ordonné, ni planifié, ni commandité, ni organisé, ni exécuté ce qu'on appelle aujourd'hui coup de force du 16 septembre 2015 et jours suivants. D'un ton ferme, le général répond ainsi à la notification des faits d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtres, de coups et blessures volontaires, d'incitation à la commission d'actes contraires à la discipline et de trahison à lui reprocher dans le cadre du putsch. C'est une action initiée par des sous-officiers de l'ex-RSP et je l'ai assumée sur le conseil des sages, en l'occurrence l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo et Monseigneur Paul Ouédraogo, avec l'onction de la haute hiérarchie militaire. C'était aussi pour ne pas laisser le pouvoir entre les mains de ceux qui ont initié le coup, précise le général. Le but de mon action était de réunir toutes les sensibilités nationales au sein du Conseil national pour la démocratie, de parvenir à l'organisation d'élections libres et transparentes et mettre le pays à l'abri de l'instabilité. J'ai été incompris et tenant compte des violences, des décès et de la médiation, j'ai abandonné et je me mets à la disposition de la justice de mon pays. Et pour une meilleure compréhension des événements, le général de brigade invite le tribunal à ne jamais perdre de vue un élément, le contexte général dans lequel les faits se sont déroulés. Les personnels du RSP n'ont pas pris du tramadol, ils n'ont pas bu d'alcool avant de faire ce qu'ils ont fait le 16 septembre, martèle le général, qui précise que ce coup de force est plutôt la résultante d'une série de faits graves avant et pendant la transition. Dans un reçu fleuve, souvent perturbé par les murmures d'une assistance fortement mobilisée pour l'occasion, l'ancien chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré charge l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida qu'il présente comme la source des maux qui minent actuellement le Burkina Faso. Et toujours selon celui que les Burkinabés appellent affectueusement Golf, la prise de pouvoir par le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, au mépris de la haute hiérarchie militaire, donnait le ton des problèmes qui allaient mettre à mal le fonctionnement de la Grande Muette. À cela s'ajoutent les tentatives d'affectation, d'empoisonnement et même d'assassinat des officiers de l'ex-RSP par le Premier ministre Yacouba Isaac Zida avec le soutien de quelques éléments et officiers acquis à sa cause. Les frustrations dues à la loi CNT sur le statut des forces armées nationales et qui a créé les conditions de son élévation au grade de général de division, la mise en place du cabinet militaire à l'insu de la hiérarchie militaire, la corruption des personnels des forces armées nationales et surtout la campagne de diabolisation du RSP sont entre autres éléments qui ont fini de convaincre les personnels du RSP que le Premier ministre Yacouba Isaac Zida voulait dissoudre le régiment en dépit des propositions faites au président Michel Kafando pour sa préservation.
Et la goutte d'eau qui aura fait déborder le vase selon le général, c'est l'adoption le 16 septembre 2015 du rapport du cadre de réconciliation nationale et des réformes sur proposition du Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Il y était question de la dissolution du RSP. Les éléments en ont pris connaissance et ce qui devait arriva à ironiser le général Djendjiri. L'assistance éclate de rire. Fin de la première journée d'audition du général Gilbert Djendjiri. L'audience reprend demain à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Et à l'issue de l'audience, les avocats des deux parties se prononcent. Suivez plutôt. Le dossier d'instruction même n'a pas pu nous dire de manière claire et nette qui a ordonné. Ils ont interrogé tout le monde sur cette question. Personne n'a su dire qui a organisé. À part Nyon Jean Florent qui est revenu sur ces mots en disant que c'est un certain Koussoubé qui est venu lui dire. Et Koussoubé le contredit en disant que ce soit jamais vu sur la question et que le général ne l'a jamais instruit. Le dossier de l'instruction même est très clair là-dessus. Assumer et puis ordonner, c'est deux choses différentes. Je pense que les termes sont assez clairs et parlants. Il est aussi regrettable que le général persiste dans cette lancée de dire oui, c'est d'autres personnes qui m'ont poussé en fait à assumer un acte aussi grave qu'un coup d'État. Je pense, avec tout le respect que je dois au général, qu'un général, ça n'assume pas simplement un acte sans en savoir les conséquences. Il savait bien ce que c'était qu'un coup d'État et que cela voulait dire qu'assumer un coup d'État, bon, il lui reste, moi je pense, à aller jusqu'au bout de la logique et à reconnaître avec qui ils ont commandité et exécuté ce coup d'État. Sinon, nous serions en face d'un coup d'État de fantôme, où on a des autorités arrêtées, où on a des proclamations de coup d'État, mais sans savoir qui a pris l'initiative et qui a posé des actes concrets. Les propos recueillis par Zoubaviel David Dabiré et Sié Dilaréenne. Dans l'actualité ce soir, également, changement de nom mais pas de principe pour la traditionnelle rencontre gouvernement-secteur privé. La 15e édition de ces assises est ouverte ce lundi 26 novembre à Bobo-Dioulasso. Il faut désormais parler du cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé. Betty Bienaon et Ali Traoré nous font le point. Un face-à-face entre le gouvernement et le secteur du monde des affaires. Pour ce 15e rendez-vous, plusieurs modifications sont apportées et présentées ici par le ministre en charge de l'industrie. La rencontre gouvernement-secteur privé se nomme désormais cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé. La vision du président Faso, son excellence de Sakaboré, repose d'abord sur la reconnaissance du primat de l'économie de marché régulée. Créer la richesse et faire reculer la pauvreté et les inégalités dans notre pays. C'est fondamental. Pour atteindre cet objectif, les acteurs du monde des affaires sont invités à mettre la main à la pâte. Durant 48 heures, les deux parties vont échanger sur plusieurs domaines dont la substance tourne autour du secteur privé et du défi de la transformation industrielle et artisanale. Le taux de transformation industrielle de nos produits se situe à 12%, ce qui veut dire que près de 90% de nos produits ne sont pas transformés ou sont exportés à l'état brut. À la fin des travaux, les conclusions et orientations seront désormais traitées par le Premier ministère et par la suite, des décisions urgentes seront prises en Conseil des ministres pour apporter des solutions foi du gouvernement. Au regard du thème retenu pour cette 15e édition, les opérateurs économiques attendent des innovations de la part de l'État. Le défi de la transformation industrielle et artisanale passerait par la mise en place d'un dispositif. Suivons quelques idées lancées par des opérateurs économiques. Faire passer le Burkina Faso du statut de producteur à celui de transformateur, c'est le défi que l'État et le secteur privé doivent relever dans les années à venir. Les opérateurs économiques se disent prêts à s'engager dans cette nouvelle vision du gouvernement. Seulement, il y a un travail préalable à mener. Qui parle de transformation parle de financement. La facilitation de l'accès au financement, l'acquisition aussi, la facilitation de l'acquisition du matériel de transformation, c'est-à-dire des unités de transformation, et puis aussi
nous aider, c'est-à-dire à travers les producteurs, à avoir des produits de bonne qualité. Nous, qui nous manque aujourd'hui, pour arriver à nous imposer, la lutte contre la fraude, etc., toutes ces choses-là dépendent d'une chose principale, c'est la mise en concurrence saine sur le marché. Et son Excellence l'a rappelé, c'est du rôle de l'État, le rôle régalien de l'État de faire cette mise en concurrence. L'enclavement de notre pays fait qu'on ne peut pas jouer sur certains facteurs comme l'électricité. Donc ce qui fait que c'est difficile, pour, même si tu veux faire la transformation, la compétitivité, là, s'il n'y a pas une petite protection nationale, ce serait difficile. Le monde des affaires a dans son ensemble salué la tenue effective de cette concertation malgré l'insécurité qui sévit ici au Burkina Faso. Les participants ont la ferme conviction que si l'État met en place des dispositifs encadrant la bonne marche du secteur de la transformation, le Burkina pourra être bientôt cité parmi les pays émergents. Un reportage de Moussa Tamboura et de Karim Sissé. Toujours sur ce même sujet, le Premier ministre a reçu en audience les acteurs du secteur privé représentés à Bobo-Dioulasso. C'était dans la soirée d'hier. Le point cette fois avec Betty Bienaon et Amadou Lougué. C'est une rencontre avec les acteurs du privé, notamment la Chambre de commerce de Bobo-Dioulasso et les principaux ténors sur lesquels repose l'économie du Burkina Faso. Une rencontre voulue par le chef du gouvernement pour dire merci à ses partenaires clés de l'État pour leur constante mobilisation à la veille de ce grand rendez-vous État-secteur privé. Cette rencontre de cet après-midi, je peux peut-être déjà dire que c'est l'entrée en matière pour regarder est-ce qu'ensemble, tout ce qu'on s'est donné comme idée pour réussir l'activité ont été prises en compte pour que les choses se passent bien durant les 2 jours. Donc c'est vraiment une petite réunion, je l'ai dit, technique, pour nous rassurer effectivement donc, que les choses sont mises au point pour que les rencontres se tiennent très bien. 2 jours d'échanges marqués par des séries d'activités. Bobo-Dioulasso, la capitale économique, va vibrer au rythme de la transformation industrielle et artisanale. La croissance économique est aussi pensée et surtout voulue pour la région du Sahel. Le pôle de croissance de la zone est en marche, certes, mais il faut dynamiser le processus. C'est dans ce sens que des études complémentaires ont été menées. Retrouvons à Dori Amafaïl Sal Sissé, Pinidi Nyanou et Seydou pour en savoir davantage. À cet atelier de validation, les acteurs de la mise en œuvre du pôle de croissance du Sahel passent en revue 4 études prioritaires et complémentaires pour la relance du processus. La première étude, c'est de faire une analyse économique et financière des capacités économiques de la région. La deuxième étude porte en fait sur l'analyse des capacités du secteur privé. La troisième étude porte en fait sur une analyse de la répartition spatiale des infrastructures qui existent. Et la quatrième étude vise en fait à voir qu'est-ce qu'il y a comme projet et programme déjà sur le territoire, quels sont les domaines dans lesquels ces projets et programmes interviennent. Après 2 jours d'échange et d'appropriation des 4 études, des recommandations et des suggestions ont été formulées par les participants. Les gens se sont appropriés les documents et les critiques d'amélioration, les propositions d'amélioration et les recommandations vont vraiment dans le sens qu'on a souhaité en voulant donc une participation à l'élaboration de ces études, que les conclusions que nous allons tirer nous permettront d'avoir des rapports en tout cas très fiables pour la mise en place donc, du pôle de croissance du Sahel. Le pôle de croissance du Sahel repose sur les potentialités de la région, notamment les ressources minières et animales, le tourisme et l'artisanat. Inclusion financière, on en parle. À présent, le concept est développé par la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il vise à offrir des services financiers aux populations exclues du système classique. Une semaine d'activité est prévue se tenir à Dakar, d'où a été lancé le concept, mais aussi dans les autres pays membres de l'UMOA. Konsoun Koulibaly et Moumouni Soubeiga. L'inclusion financière se définit comme étant l'offre de services financiers adaptés aux populations exclues du système financier classique. En initiant la semaine de l'inclusion financière, la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, entend promouvoir ce concept en vue de favoriser l'insertion des couches sociales défavorisées dans le tissu économique et social.
L'objectif de la semaine est de sensibiliser l'ensemble des acteurs sur l'importance de l'inclusion financière pour le développement économique et social des pays de l'UEMOA. Nous voulons également mieux faire connaître les efforts déployés par la BCEAO et par les autres dans ce domaine, notamment les actions relevant de la stratégie régionale d'inclusion financière. Le ministre béninois de l'économie et des finances, par ailleurs président du conseil des ministres de l'UEMOA, salue cette initiative de la BCEAO. Pour Omiar Ouadayen, l'inclusion financière favorise l'atteinte d'une croissance soutenue et inclusive et permet de lutter efficacement contre la pauvreté. Plusieurs activités sont à l'ordre du jour de la semaine de l'inclusion financière dans des panels. Donc, notamment le financement des femmes, des agriculteurs, des jeunes. Il est également prévu une formation des acteurs à la réglementation sur les systèmes financiers décentralisés. L'ouverture officielle de la semaine est intervenue ce 26 novembre à Dakar, un événement suivi en direct par visioconférence par tous les pays membres de l'UEMOA. Le Burkina Faso a l'honneur à Lomé. Nous parlons de la foire internationale de la capitale du Togo qui a contribué à mettre en lumière le savoir-faire burkinabé. Du tissage à la couture en passant par la transformation des produits locaux, le Made in Burkina a fait mouche à la foire de Lomé. C'est ce que nous disent Amado Ilboudo et Bouma Ernest Népier. Le Burkina est à l'honneur à cette 15e édition de la foire internationale de Lomé. Pays invité d'honneur, la journée du 24 novembre lui est dédiée. C'est une journée spéciale qui met en exergue tous les produits made in Burkina. Si on prend la mangue séchée, le Burkina est reconnu comme le pays, en tout cas le meilleur pays en termes de transformation de la mangue séchée. Si vous voyez les produits forestiers non ligneux, tous les arbres qui produisent des fruits reçoivent aujourd'hui une transformation de ces fruits-là. Et nous avons également le beurre de qualité qui est en point. Nous avons l'oignon qui est consommé. On nous informe que 85% des oignons consommés au Togo viennent du Burkina Faso. Donc c'est un potentiel. Le Burkina est présent à ce rendez-vous d'affaires avec 86 exposants. Des exposants qui ne cachent pas leur satisfaction. Cette journée dédiée à leur pays, selon eux, vient donner un coup d'accélérateur à la vente de leurs produits. On a amené les tenues traditionnelles, surtout que les gens ont trouvé que c'est le Burkina Faso qui est pays invité. Les gens sont en train de venir, demander et puis commencer à payer. C'est une très bonne affaire pour nous. On a amené du goré précuit. On a amené du riz Soumbala, fait à base du riz local. Il y a du zamené précuit, il y a du babena précuit, il y a les jus instantanés. En tout cas, ça va. La journée dédiée au Burkina à la foire internationale de Lomé est également une tribune de valorisation des mets locaux burkinabés. Des mets que burkinabés et togolais ont dégustés et appréciés. La journée se termine avec des rencontres B2B entre les opérateurs économiques burkinabés et ceux du Togo. Une initiative dont l'objectif est de leur permettre de mieux se connaître, de nouer des relations et de signer des contrats d'affaires. Et pourquoi pas, le Togo sera-t-il parmi les 50 000 visiteurs attendus au Sabel? Réponse dès demain, et il faudra se familiariser avec cet acronyme. Le salon de l'élevage met en exergue le secteur donc dans toute sa diversité. On en sait plus sur les enjeux de ce nouveau concept avec Ernest Cambiré. Pays à vocation agro-silvopastorale, le sous-secteur de l'élevage constitue l'un des plus productifs et occupe près de 80% des ménages au Burkina Faso. Première source de revenus en milieu rural, les produits de l'élevage occupent le 3e rang des exportations après l'or et le coton, avec une contribution de 15 à 20% aux recettes d'exportation estimées entre 25 à 35 milliards de francs CFA par an. Malgré cette contribution non négligeable à l'économie, plus de 18% au PIB, les investissements restent modestes par rapport à l'ensemble des ressources publiques consacrées au secteur rural, 1% environ selon les chiffres. En décidant d'organiser un salon dédié à l'élevage, la pêche et l'aquaculture, le Burkina affiche la volonté de rendre ce sous-secteur compétitif et respectueux de l'environnement autour desquels s'organisent de véritables chaînes de valeur portées par des filières professionnelles tournées vers le marché et qui contribuent davantage aussi bien à la sécurité alimentaire qu'à l'amélioration du niveau du bien-être des populations.
Pour cette première édition du salon, placée sous le très haut patronage du président du Faso, 300 exposants dont 180 compétiteurs et plus de 50 000 visiteurs sont attendus. Objectif, mettre en exergue l'élevage burkinabé dans toute sa diversité et offrir aux différents acteurs une tribune d'échange, de valorisation, de promotion du savoir-faire des éleveurs. Entre conférences, colloques et expositions sur le site d'Isiao, transformé le temps d'une semaine en ferme agricole, le Burkina donne enfin à son second secteur pourvoyeur d'emploi le droit à une tribune unique d'envergure internationale pour sa visibilité, son rayonnement et son financement. Et à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture du salon de l'élevage de Burkina Faso, placé sous le très haut patronage du président du Faso, la direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le mardi 27 novembre 2018 à partir de 12 h au pavillon Kilimandjaro du CIAO. Leur limite d'arrivée est fixée à 13h30. Dans la suite de ce journal, on parle d'un autre salon international. Celui-ci est consacré au textile africain. Le CITA est prévu se tenir à partir du 28 novembre à Ouagadougou. Le comité d'organisation se dit prêt et enregistre déjà la participation d'une quinzaine de pays. Pawandrogo Jean Zongo et Nathalie Sawadogo. À cette conférence de presse, le comité d'organisation du Salon international du textile africain donne les dernières précisions de la manifestation. Une manifestation axée sur 6 points. À ce jour, nous sommes à mesure de vous annoncer que l'ensemble des activités programmées auront bel et bien lieu. Il s'agit de la cérémonie d'ouverture, de la parade des tenues africaines, qui sera l'un des points saillants de la cérémonie d'ouverture. En effet, une trentaine de pays, dont le Burkina, vont défiler au rythme de la fanfare afin de montrer aux yeux du monde un pan de la diversité vestimentaire du continent africain. En plus de ces activités, il est prévu une conférence sur le thème de l'édition qui est « Avenir du textile africain, défis environnementaux et perspectives de développement socio-économique ». D'ores et déjà, le comité annonce la confirmation de 17 pays sur la trentaine de pays invités. Et on en vient à la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina, la capitale de la région qui va abriter les festivités et sous les feux de la rampe. Les réflexions lancées il y a quelques semaines sur le thème du 11 décembre 2018 ont livré leur épilogue ce week-end à Manga. Le compte-rendu avec Maxime Zongo. Après la conférence inaugurale qui s'est tenue le 10 novembre dernier à Manga sur le thème « Bonne gouvernance et équité sociale pour une nation forte et prospère », c'était au tour de Pau et de Combisserie d'accueillir les panélistes. Retour ce samedi 24 novembre à la case départ Manga pour l'acte final. En termes de bilan, il faut dire que les populations aujourd'hui ont montré et effectivement leur attachement à cette question donc, de la gouvernance. Ils ont montré leur attachement aux valeurs, donc, au respect des principes de bonne gouvernance. La question de la gouvernance doit être une préoccupation de chaque citoyen. Au centre de la réflexion, 3 sous-thèmes, participation citoyenne, transparence et redevabilité, gaz d'une bonne gouvernance locale avec pour panéliste Kalifara Serré. Dialogue social vecteur d'une participation citoyenne pour un développement intégré animé par Salifou Sangaré. 3e et dernier sous-thème, bonne gouvernance, valeurs traditionnelles et religieuses, facteurs de paix et de cohésion sociale développé par le professeur Albert Ouedraogo. Et à quelques 2 semaines de la célébration du 11 décembre, Manga est toujours en chantier. Les responsables du comité d'organisation ne cèdent pas à la panique. Bien au contraire, ils rassurent que l'essentiel sera fait. Constat sur place avec Maxime Zongo. Des voies qui prennent forme, des bâtiments qui poussent tout au long de l'entrée de la ville et qui sont à des niveaux différents de finition. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Manga est véritablement en chantier. Des chantiers qui tournent en plein régime nuit et jour. Le défi à relever, livrer l'essentiel dans les délais contractuels.
La grande satisfaction, tous les chantiers vitaux sont pratiquement terminés. La voie principale, l'aire de défilé, le stade et bien d'autres. Je prends l'exemple de l'aire du défilé. Si effectivement l'aire du défilé n'est pas terminée, on ne peut pas organiser la parade. Nous avons par exemple la voie d'entrée. Si ça n'est pas fini, c'est sûr qu'il y aura un blocage. Nous avons par exemple la place de la Nation, où nous devons remettre le flambeau à la région du centre-est. Si la place de la Nation n'est pas finie, nous aurons des difficultés. Nous avons le stade régional. Si le stade régional n'est pas terminé, il y a la coupe de l'indépendance qui doit être jouée là-bas, de même que le saut para. Pour le reste, où visiblement il leur faudra encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois, l'essentiel sera de livrer des ouvrages faits dans les règles de l'art qui vont contribuer à donner un nouveau visage à la cité. Ce 26 novembre, le ministère de la Santé et des associations de lutte contre le diabète ont sensibilisé la presse sur la nécessité de traiter des sujets sur la maladie. Et pour cause, elle gagne du terrain avec de nouveaux cas enregistrés chaque jour. Sur les 425 millions de personnes souffrant du diabète, 1 million d'entre eux sont burkinabés selon l'Organisation mondiale de la santé. Une invite à laquelle nos reporters sont sensibles. Idrissa Warga et Zalissa Sanfo. Le diabète. En parler encore et encore pour minimiser les risques et aider les patients à vivre avec. C'est l'invite du ministère de la Santé et des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre cette maladie aux journalistes. Et singulièrement cette année, c'est de rappeler aux familles que le monde fonde l'espoir sur elles à travers son thème « La famille et le diabète ». Premièrement, la prévention. Cela passe par la réduction des risques pour tous les membres de la famille qui commencent à la maison à travers les repas quotidiens, les bonnes habitudes d'activité physique et les conseils donnés les uns aux autres. Secondairement, en connaissant les signes précurseurs et les symptômes du diabète, la famille peut réagir et veiller à ce que la maladie soit découverte précocement et traitée rapidement. Troisièmement, dans la gestion du diabète. L'éducation aide la famille à comprendre la manière dont elle peut soutenir les personnes diabétiques dans la gestion quotidienne de leur maladie. La journée mondiale du diabète est célébrée chaque 14 novembre. Le Burkina Faso a débuté la sienne depuis le 12 novembre passé et poursuivra jusqu'au 30. Un long temps de célébration pour espérer toucher un maximum de personnes à travers les sensibilisations et les séances de dépistage gratuites, car les chiffres font froid dans le dos. 425 millions de personnes dans le monde souffrent du diabète. 1 million de ces personnes sont burkinabés. Le sport et la culture à l'honneur ce week-end dans la cité de Nabakango. Le FESCO, le Festival Sport et Culture de Waiguya, a ouvert ses portes donc le 21 novembre dernier, a connu son apothéose ce week-end à Waiguya après 3 jours de compétition. La troupe Nabakango d'Atekoubé, venue de Côte d'Ivoire, retourne avec le grand trophée. Reportage Kader Sawadogo, Irénée Kaboré et Karim Bikenga. Voici la dernière prestation de la troupe lauréate de la 12e édition du FESCO, le Festival Sport et Culture de Waiguya. C'est la troupe de la diaspora burkinabé vivant en Côte d'Ivoire du nom de Nabakango Atekoubé. Grâce à ses performances en danse du Luaga, elle a ravi la vedette à 12 autres formations. Nous, on a prouvé que malgré que nous sommes à quelques milliers de distance, de kilomètres, nous sommes venus valoriser encore de plus la culture burkinabé. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est sûr, convaincu que nous avons fait le meilleur et nous avons gagné. Au-delà des lauréats, les résultats du FESCO 2018 constituent un motif de satisfaction pour les organisateurs, d'autant plus que l'organisation du festival a été interrompue pendant 4 années. Vous savez que ça fait 4 ans qu'on a interrompu le FESCO. Premièrement en raison du virus, de la menace du virus Ebola. Ensuite en raison des événements nationaux au Burkina Faso. Et la population de Waiguya réclamait le FESCO.
Et je ne regrette pas d'avoir relancé parce que les gens ont adhéré. Ce que j'ai vu ce soir est encourageant. La dernière fois quand nous étions venus, les populations de Waïga pleuraient pour la mort des soldats. Aujourd'hui, elles sont dans la joie et cela nous réjouit. Le thème cette année est particulier puisqu'il traite de la question de la paix. Et tout le monde sait qu'il n'y a pas de développement sans paix. Donc c'est un thème qui non seulement est opportun, mais nous permet de nous rappeler que la culture est un facteur de développement. Au total, 50 prix ont été décernés par le FESCO 2018, tenu sous les thèmes culture et paix. La 13e édition du festival sport et culture de Waïgouya est prévue se tenir du 24 au 27 octobre 2019. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.